L'inflation pourrait-elle détruire ta liberté économique? Prépare-toi, car ce qui arrive pourrait être plus dangereux que tu ne l'imagines. Peu de gens comprennent à quel point l'inflation peut être profondément destructrice. Dans de nombreux cas, elle est l'étincelle qui finit par faire s'effondrer une démocratie de l'intérieur. En Amérique latine, par exemple, l'histoire a montré à plusieurs reprises comment les régimes démocratiques s'effondrent lorsque les prix s'envolent et que la monnaie perd sa valeur. C'est un phénomène bien plus inquiétant qu'il n'y paraît. Tu as mentionné que nous vivons ce que certains experts appellent une bulle historique. Peux-tu développer cette idée et expliquer comment ce scénario pourrait évoluer? Actuellement, des pays développés comme les États-Unis, le Japon ou les nations européennes impriment de la monnaie à une échelle qui dépasse tout ce que l'on a connu jusqu'à présent. Jamais dans l'histoire moderne, autant d'argent n'a été émis en si peu de temps. Et si l'on prend comme référence ce qui s'est produit dans d'autres pays, on sait que, lorsqu'un certain seuil est franchi, les conséquences ne sont pas seulement graves, elles peuvent être dévastatrices. Nous sommes peut-être plus proches d'une situation critique que nous ne l'avons été depuis très longtemps. Même si le pire est peut-être encore loin, ce n'est qu'un vœu, ce n'est pas une certitude. Souvenons-nous de ce qui s'est passé avec Paul Volcker, qui, dans les années 70, a relevé les taux d'intérêt à 20 % et les obligations d'État offraient un rendement annuel de 15 %. Ce fut une récession longue, profonde et douloureuse pour des millions de personnes. J'espère sincèrement que nous n'aurons pas à revivre une telle période. Mais il faut reconnaître que Volcker avait la liberté politique de prendre ses décisions sans trop d'opposition. C'est quelque chose de rare aujourd'hui. Avec la pression sociale et politique actuelle, je doute qu'un nouveau Volcker puisse appliquer des mesures aussi dures sans affronter une résistance massive. C'est pourquoi les problèmes que nous allons affronter ne ressembleront probablement pas à ceux du passé. Et, crois-le ou non, tu pourrais en venir à regretter une récession traditionnelle si ce qui arrive s'avère encore pire. De nombreux pays d'Amérique latine ont suivi le même chemin. Ils ont abusé de la planche à billets et ont fini entre les mains de dirigeants autoritaires. C'est ce que Platon avait déjà mis en garde dans les premières démocraties grecques. Lorsque l'égalité est imposée sans limite, les démagogues émergent et ces leaders populistes, avec leurs discours séduisants, finissent par détruire la démocratie de l'intérieur. Ce n'est pas une théorie marginale, c'est un schéma historique qui se répète et nous ne voulons pas que cela se reproduise. Moi, en tout cas, je ne le souhaite pas. La situation actuelle est extrême et sans précédent. Et le plus inquiétant, c'est que nous ne savons pas comment cela va se terminer. Serons-nous comme le Japon, qui malgré tout continue de fonctionner, ou allons-nous vers quelque chose de beaucoup plus chaotique? Ce que nous savons, c'est que nous jouons avec le feu financier. Même si certaines de nos anciennes alertes ont pu paraître exagérées, la menace est toujours là. Le Japon, par exemple, reste une nation avancée, malgré une création monétaire incontrôlée. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde aura cette chance. Pourquoi insiste-t-on autant pour imprimer de la monnaie? Parce que c'est terriblement tentant. Si tu as des dettes qui génèrent des intérêts et que tu les remplaces par de l'argent en circulation qui n'en génère pas, cela semble être une solution brillante. Pour un législateur, c'est comme faire disparaître le problème d'un coup de baguette magique, tout en augmentant la masse monétaire. Cela semble trop beau pour ne pas en abuser. Si tu y réfléchis bien, mon approche de la vie n'a jamais été de prédire les petites variations du marché. Je ne me préoccupe pas de savoir quel indice fera mieux demain. Cela importe peu. Ce que je cherche, c'est quelque chose de suffisamment solide pour y investir sérieusement et avoir la capacité d'avancer à contre-courant lorsque c'est nécessaire. Il ne s'agit pas de deviner dans quelle direction la marée va aller. Il s'agit de savoir bien nager quand elle tourne. Si tu investis sur le long terme, que ce soit dans les actions ou l'immobilier, tu dois être prêt à affronter des périodes douloureuses et d'autres plus prospères. C'est cela, le cycle économique. Comme le disait Rudyard Kipling, traite le triomphe et la défaite comme deux imposteurs. Tu dois accepter le jour et la nuit, comme faisant partie du même voyage. Est-ce que la nuit te dérange? Non, parce que la lumière finit toujours par revenir.
Il y a parfois des périodes de croissance et d'autres de crise. L'important, c'est de continuer d'avancer, de faire de ton mieux et de persévérer tant que le système te le permet. Tu aimes comprendre comment l'argent circule dans le monde. Abonne-toi pour ne rien manquer. Quel a été l'impact de l'investissement passif sur la valorisation des actions? Il a été colossal. C'est l'un de ces changements structurels qui transforment en profondeur le paysage financier mondial. Aujourd'hui, un nouveau type de pouvoir s'est concentré entre quelques mains. Ce sont les gestionnaires des grands fonds indiciels, ceux qui votent au nom de millions d'investisseurs sans que ceux-ci ne participent activement aux décisions. On pourrait dire que des figures comme Larry Fink ou les dirigeants de Vanguard ont désormais plus d'influence que de nombreux gouvernements. Le pouvoir de vote dans les entreprises cotées s'est massivement transféré vers ces fonds passifs, et cela bouleverse les règles de la gouvernance d'entreprise. C'est une dynamique qui est en train de redéfinir le capitalisme contemporain. Et même si nous ne comprenons pas encore pleinement toutes les implications, il est difficile d'imaginer que cela finira bien. Notre économie reste très solide, avec une base technologique remarquable. Rien de tout cela ne disparaîtra du jour au lendemain. Le capital humain, l'innovation, les infrastructures, tout cela est encore bien présent. Il suffit de visiter une usine moderne, presque entièrement automatisée, avec des robots et de l'intelligence artificielle pour s'en rendre compte. Et ce phénomène ne se limite pas à l'Occident. La Chine, elle aussi, progresse rapidement dans ce domaine. Ces transformations sont inévitables, mais elles engendrent également d'immenses défis. Si tu travailles dans un secteur traditionnel et que ton poste est remplacé par une machine, tu fais face à une crise personnelle profonde. Si tu diriges une entreprise comme l'ancienne Polaroid et que la technologie rend soudainement ton produit obsolète, il se peut que la seule solution soit de fermer boutique. Et même si cette issue semble économiquement logique, elle est extrêmement difficile à accepter sur le plan social. Tous ces problèmes sont bien réels et urgents. Parallèlement, nous sommes entrés dans une période où la solution la plus rapide et la plus tentante face aux crises consiste à éliminer le poids de la dette en la remplaçant par de la monnaie gratuite, déposée sur des comptes sans intérêt. Cela crée une illusion dangereuse de stabilité. Les gouvernements, sous la pression de leurs électeurs, et les banques centrales, comme la Réserve fédérale, trouvent dans la création monétaire une issue simple et politiquement commode pour résoudre les déséquilibres à court terme. Mais ce chemin, qui semble facile au départ, tend à semer les graines de conséquences beaucoup plus graves à long terme. Ce que nous voyons actuellement peut sembler gérable à court terme, mais cela comporte des menaces sérieuses à long terme. L'histoire nous a déjà montré les dangers des politiques monétaires incontrôlées. L'Allemagne de la République de Weimar en est un exemple très clair. La création massive de monnaie sans contrepartie a provoqué un effondrement économique total, et ce chaos a servi de terreau fertile à l'ascension de leaders extrémistes comme Hitler. Il ne s'agit pas d'un simple avertissement théorique, c'est une leçon concrète sur ce qui peut arriver lorsqu'on abuse de l'argent facile. Ce qui est inquiétant, c'est de voir des gouvernements répéter des formules dont les dangers ont déjà été démontrés, comme si le fait que cela n'ait pas encore explosé justifiait d'essayer à nouveau, puis de recommencer, encore et encore. Ce cycle de répétition et d'amplification peut mener à un système politique radicalement différent. Si aucun frein ni aucune discipline n'est imposé, on joue avec le feu. Cela dit, je ne pense pas que le cas japonais soit un signe de catastrophe inévitable. Le Japon a eu recours à des mesures extraordinaires pendant des décennies et a réussi à survivre même s'il n'a pas forcément prospéré. Cela étant, je ne suis pas convaincu que les États-Unis aient la même capacité de résistance ou de gestion. Certains se demandent s'il serait judicieux aujourd'hui de se tourner vers la liquidité, attendre que l'environnement change, puis investir ce capital dans des conditions plus favorables d'ici un an. Mais selon mon expérience, garder du cash en attendant le moment parfait ne m'a jamais réussi. Je me suis toujours efforcé de placer mon argent dans ce que je trouvais de mieux à l'instant présent, et je ne crois pas que cette philosophie changera. Dans le cas du Daily Journal, la trésorerie a déjà été entièrement utilisée.
En revanche, Berkshire Hathaway dispose encore d'une grande réserve de capital, mais pas parce que nous essayons de prédire les mouvements du marché. Nous n'avons tout simplement pas trouvé d'actifs que nous considérons raisonnables en termes de prix et de risque. Nous n'avons pas de solution magique. Nous essayons juste d'agir avec bon sens. Pourquoi n'achetons-nous pas plus d'entreprises? Parce que tout est trop cher. D'autres personnes payent des prix qui, selon nous, ne sont pas justifiables, souvent des investisseurs motivés par des intérêts à court terme ou des commissions. Dans le domaine du capital investissement, on achète des entreprises non pas tant pour leurs fondamentaux, mais pour accroître les actifs sous gestion et, par conséquent, les commissions. Quand on investit l'argent des autres, il est plus facile de justifier des décisions risquées. Nous travaillons comme si nous investissions notre propre argent, et avec cet état d'esprit, on devient beaucoup plus exigeant. J'ai toujours pensé que même les entreprises les plus admirables peuvent atteindre un prix qu'il ne vaut tout simplement pas la peine de payer. Même un géant comme Costco peut devenir si cher que la logique impose de s'abstenir. Cependant, si je gérais des fonds avec un horizon de 30 ou 50 ans, comme ceux d'un fonds souverain ou d'un fonds de pension, je serais probablement prêt à acheter Costco aujourd'hui. C'est une entreprise si solide et admirable que, même avec un prix élevé, cela pourrait se justifier à long terme. Et soit dit en passant, ce n'est pas une catastrophe que Berkshire détienne de l'argent non investi. Cela témoigne de responsabilité. Agir avec prudence n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Disposer d'un capital de réserve nous offre une marge de manœuvre et renforce notre crédibilité vis-à-vis des actionnaires. À ceux qui s'inquiètent de l'avenir incertain, des risques à venir, je dis ce qu'un vieux professeur m'a dit un jour. « Raconte-moi ton problème et je verrai comment le rendre encore plus compliqué. » Il m'a beaucoup appris avec cette phrase. Et aujourd'hui, je vous la répète, si vous êtes préoccupé par l'inflation et la direction que prend notre société, vous prêtez attention à ce qu'il faut. L'inflation n'est pas une simple hausse des prix. Elle peut être la manière dont les démocraties commencent à mourir. Lorsque les gouvernements d'Amérique latine s'effondrent, l'inflation est souvent au cœur du problème. C'est une menace systémique. Une fois qu'un peuple comprend qu'il peut voter pour s'octroyer des avantages financiers, l'équilibre institutionnel commence à vaciller. Poussé trop loin, cela peut finir par désintégrer la structure même de la civilisation. Ce n'est pas une théorie. L'Empire romain, après être devenu une dictature, a maintenu l'inflation pendant des siècles, dévaluant progressivement sa monnaie jusqu'à ce que tout s'effondre. On pourrait dire que, mis à part la guerre nucléaire, c'est notre plus grande menace à long terme. C'est pourquoi je pense que l'hypothèse de travail la plus prudente pour un investisseur est de supposer que, d'ici 100 ans, la monnaie fiduciaire pourrait ne plus avoir aucune valeur. Cela rend l'environnement actuel extrêmement risqué. Souvenons-nous de ce qui a amené Hitler au pouvoir. D'abord, une hyperinflation qui a anéanti les économies de la classe moyenne allemande. Ensuite, une dépression économique mondiale. Cette combinaison a été dévastatrice et ainsi, un orateur radical a obtenu 40% des voix et est rapidement devenu un dictateur déterminé à déclencher une guerre mondiale. Et n'oublions pas, l'Allemagne était à cette époque une société avancée et hautement éduquée. En fait, Albert Einstein a reçu toute son éducation de base dans des écoles dirigées par l'Église catholique allemande. Cela nous rappelle que même les sociétés civilisées peuvent se détériorer au point d'ouvrir la porte à l'autoritarisme. Nous en avons eu la preuve. Dans les démocraties modernes, notamment sous l'influence keynésienne, la réponse habituelle aux crises est une intervention massive de l'État. Et cette fois-ci, cette intervention a été plus grande que jamais dans l'histoire des États-Unis. Ils ont tout simplement injecté de l'argent dans le problème. Et bien qu'ils aient sans doute eu de bonnes raisons de le faire, il est aussi possible qu'ils soient allés trop loin. L'avalanche d'argent a été si intense et si rapide qu'il y a maintenant une pénurie de travailleurs dans des secteurs fondamentaux, comme celui de la restauration. Je ne les blâme pas. Prendre les bonnes décisions sous une pression extrême est une tâche extrêmement difficile. Il est important de rester optimiste quant aux capacités de notre civilisation technique, bien que cela suscite certaines réflexions intéressantes. Si l'on regarde les 100 dernières années,
on constate que la majeure partie de ce que nous considérons comme la modernité est arrivée au cours de cette période. Les 100 années précédentes ont également apporté de grands progrès, et avant cela, les conditions étaient presque inchangées pendant des milliers d'années. La vie à cette époque était rude, brève et limitée. Il n'y avait ni imprimerie, ni climatisation, ni médecine moderne. Je ne pense pas que nous allions obtenir des avancées qui répondent, selon moi, aux véritables besoins humains. Prenons un exemple. Imaginez ce que cela a signifié, au début, d'inventer la machine à vapeur, le bateau à vapeur, le chemin de fer, des améliorations dans l'agriculture et le développement de la plomberie. Cela représente les progrès réalisés durant les 100 ans précédant 1922. Les 100 années suivantes ont vu l'avènement de l'électricité, largement distribuée, de la médecine moderne, de l'automobile, de l'avion, des disques, du cinéma, de la climatisation dans le Sud. Et souvenez-vous de ce que cela signifiait pour les familles, dans le passé, d'avoir des enfants. Si vous en vouliez 3, vous en deviez 6, car 3 mouraient en bas âge. C'était la réalité de nos ancêtres. Imaginez la souffrance de voir mourir la moitié de vos enfants. Il est incroyable de constater tout ce que la civilisation a accompli ces 200 dernières années, et surtout ces 100 dernières années. Le problème aujourd'hui est que de nombreuses nécessités de base sont déjà satisfaites. Aux États-Unis, le principal problème des personnes pauvres est l'obésité, ce qui est très différent de ce qui se passait autrefois quand les gens vivaient au bord de la famine. Ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'en dépit de l'énorme augmentation du niveau de vie, de la liberté, de la réduction des inégalités raciales et du progrès global, les gens sont aujourd'hui moins heureux de leur situation que lorsqu'ils traversaient des épreuves beaucoup plus difficiles. Et cela s'explique de manière très simple. Le monde n'est pas animé par la cupidité, mais par l'envie. Le fait que tout le monde soit 5 fois mieux loti qu'avant est pris pour acquis, et ce à quoi on pense en priorité, c'est qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui possède plus que nous, et cela ne nous semble pas juste. Il y a une raison à cela. Dieu dit à Moïse de ne pas envier la femme de son voisin, ni même son âne. Même dans l'Antiquité, les problèmes d'envie étaient y présents. Cela fait partie de la nature humaine. C'est curieux pour quelqu'un de mon âge, car j'ai vécu en plein milieu de la Grande Dépression, une époque de souffrance extrême. Je me sentais plus en sécurité à marcher dans les rues d'Omaha la nuit que maintenant dans mon propre quartier de Los Angeles, malgré toute cette grande richesse. Et je ne peux rien y faire. Je ne peux pas changer le fait que beaucoup de gens sont mécontents et se sentent maltraités malgré une amélioration de 600%. Car il y a toujours quelqu'un qui a plus. Cela nous amène aux dépenses ostentatoires des riches. Qui a vraiment besoin d'une montre Rolex authentique, à part pour qu'on vous la vole? Tout le monde veut montrer qu'il possède quelque chose, et cela alimente la demande dans notre société capitaliste moderne. Mon conseil aux jeunes est d'éviter ces dépenses ostentatoires. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de bonheur à en tirer. Mais oui, c'est ce qui fait avancer notre civilisation actuelle, l'insatisfaction. En ce qui concerne l'investissement, le meilleur conseil que l'on puisse donner aux investisseurs individuels sur la manière de gérer l'impact de l'inflation, en plus de détenir de bonnes actions, c'est que parfois, vous devrez choisir la moins mauvaise option parmi plusieurs disponibles. Cela arrive fréquemment dans les décisions humaines. Les Mungers, par exemple, détiennent des actions de Berkshire, de Costco, quelques actions chinoises via Leelu, des actions de Daily Journal et plusieurs immeubles d'appartements. Est-ce parfait? Non. Est-ce correct? Oui. La grande leçon des Munger est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une diversification excessive. Quelques bons actifs suffisent. Les professeurs de finance et les vendeurs ont tendance à promouvoir l'idée que la diversification parfaite est l'idéal. Si vous cherchez à faire mieux que la moyenne, vous avez de la chance si vous trouvez 4 bons investissements. Demander 20, en réalité, revient à demander l'impossible. Très peu de gens ont la capacité de faire 20 bons investissements. Ce sera beaucoup plus difficile pour les jeunes diplômés d'aujourd'hui de devenir riches et de le rester. Ce sera beaucoup plus difficile pour eux que pour ma génération. Pensez à ce que coûte l'achat d'une maison dans un quartier prisé d'une ville comme Los Angeles. Il est probable que nous finirons par avoir des impôts sur le revenu plus élevés, entre autres. Je ne crois pas que le monde de l'investissement soit facile.
Au cours de ma vie, c'était le moment idéal pour avoir un portefeuille diversifié d'actions ordinaires qui se mettaient à jour avec de nouvelles entreprises comme Apple et Alphabet. Ceux qui investissaient intelligemment pouvaient obtenir un rendement de 10 ou 11 % avant inflation et peut-être de 9 % après inflation. C'était un rendement incroyable et aucune autre génération dans l'histoire du monde n'a connu un tel succès. Je ne pense pas que l'avenir offrira aux diplômés de cette année une opportunité d'investissement aussi facile. Ce sera bien plus difficile. Certaines personnes ont suffisamment de talent pour investir dans des choses difficiles à évaluer, mais d'autres, je pense, devraient être plus modestes dans leurs attentes et choisir des investissements plus gérables. Ainsi, le niveau de compétence ou celui de votre conseiller doit influencer les décisions. Si quelqu'un trouve le climat actuel des investissements difficile ou déroutant, je lui dirais « Bienvenue dans la vie adulte ». Si quelqu'un pouvait inventer une machine à voyager dans le temps et vous ramener pour dîner avec votre version de vous-même à 41 ans, quel conseil lui donneriez-vous avec tout ce que vous savez maintenant? Eh bien, j'éviterais cette erreur d'omission qui m'a coûté la moitié de ma richesse nette, quelque chose que je pourrais avoir aujourd'hui si j'avais été plus sage. Nous pouvons tous revenir en arrière et prendre des décisions plus intelligentes à certains moments, mais c'est la vie. Parfois, on fait des erreurs. Mon conseil général est qu'il ne sert à rien de trop s'inquiéter de ce que vous ne pouvez pas changer. C'est une grosse erreur de s'accrocher à des ressentiments et à des haines inutiles. C'est un concept simple, mais beaucoup de gens gâchent leur vie pour des choses futiles. L'envie est un sentiment stupide, car vous ne pouvez absolument pas en profiter. Et c'est inutile. Il y aura toujours quelqu'un qui sera mieux loti que vous. C'est vraiment une bêtise. Donc, mon conseil est de découvrir ce qui est vraiment stupide et de l'éviter à tout prix.